Madame Kentucky, merci de me consacrer du temps et de répondre à mes questions. Pourriez-vous présenter brièvement Blue Palette, votre entreprise? Oui, bien sûr. Donc, Blue Palette est un leader mondial dans la gestion de supports de maintenance. Donc, notre siège social se trouve en Floride. Nous avons un réseau global de 325 centres de reconditionnement qui emploient plus de 8400 personnes dans 51 pays. Tout est coordonné depuis les États-Unis, mais nous avons un bureau de liaison à Bruxelles, ce qui signifie qu'il n'y a pas de structure globale au niveau européen. Concrètement, quel type de service offre Blue Palette? Blue Palette fournit des palettes prêtes à l'emploi aux industriels et aux producteurs. Ces palettes s'intègrent dans la chaîne de logistique du transport de leurs marchandises. Et donc à la fin de la chaîne, Blue Palette les collecte auprès des détaillants et des distributeurs et les retourne vers un centre de service le plus proche de Blue Palette. Là, les palettes sont inspectées afin de s'assurer qu'elles soient toujours conformes à nos critères de qualité avant de les réutiliser. Et donc, nous nous assurons que les palettes soient constamment vérifiées, entretenues, contrôlées et réutilisées afin d'optimiser la chaîne d'approvisionnement. Et quelle est la valeur ajoutée de vos services? Le partenariat que nous offrons à nos clients leur permet de concentrer tous leurs efforts et toutes leurs dépenses sur leur activité principale. Donc toutes les parties prenantes sont impactées positivement par nos services, que ce soit le producteur, le distributeur ou le transporteur, et les avantages sont nombreux. Le coût d'achat ou de maintenance n'est pas à leur charge, les palettes sont de bonne qualité, le coût des transports et de stockage est réduit et il y a une optimisation de l'utilisation des véhicules. D'accord. Et quels sont les enjeux actuels auxquels Blue Palette est confrontée? Notre préoccupation principale est le taux de retour des palettes. En bout de chaîne, pour l'instant, la collecte des palettes fait défaut parce qu'il y a certaines palettes qui sont abîmées ou que les clients ne soutiennent pas la libre circulation des palettes. On parle quand même d'environ 7 millions de palettes qui manquent. Cela représente 7% du nombre total des palettes en circulation. Et d'après vous, comment résoudre ce problème? Il y a 2 ans, Blue Palette Europe a installé dans ses filiales un système électronique de suivi des palettes qui s'appelle Total Loop et qui permet de suivre la palette en circulation. Donc ça veut dire que chaque fois qu'une palette quitte le giron Blue Palette, elle est automatiquement répertoriée et est suivie tout au long de son chemin, de son parcours chez le client. Donc quand la palette revient au sein du circuit de reconditionnement, eh bien, on est capable d'identifier la durée d'utilisation de la palette et son taux, son niveau de détérioration. Ça a l'air super en tout cas. Oui, on est très heureux des premiers résultats et on vient justement d'engager un nouveau directeur de la stratégie et du développement commercial pour l'Europe qui aura un nouvel œil sur ce projet et permettra de continuer à l'améliorer. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès et merci pour votre temps, Madame Kentucky. Avec plaisir. Bonjour Madame Welfare. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Vous avez donc été directeur stratégique et supply chain au sein de Blue Palette pendant 4 ans. Vous venez de quitter le groupe. Comment qualifieriez-vous la situation de Blue Palette ainsi que l'implémentation de Total Loop? Bien écoutez, pour moi, le principal problème réside dans le fait que tous les pays n'utilisent pas de la même façon Total Loop. Donc en fait, le but de cet outil, c'est de créer une relation privilégiée entre Blue Palette et ses clients. Donc c'est-à-dire qu'on va insérer un système de puces électroniques dans chaque palette qui va ensuite être suivi par un système de tracking, ce qui va permettre qu'en fait on puisse suivre le déplacement de chacune des palettes. Ça, c'était l'idée de départ. Et comment les clients réagissent-ils? Bien, écoutez, ça dépend vraiment des régions. Donc par exemple, au Benelux, on a une très grande densité de tout ce qui est infrastructure routière. Donc du coup, les palettes, elles circulent super rapidement. Et donc du coup, là, ça fonctionne assez bien. Par contre, on a constaté ces derniers temps qu'au niveau de la Belgique et du Luxembourg, on a une diminution du nombre de palettes en circulation. Donc du coup, le directeur général, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû mettre en place un système de rapatriation de toutes ces palettes en surplus.
Et en plus de ça, il y a une autre difficulté au Benelux, c'est-à-dire qu'étant donné qu'il n'y a pas de centre de coordination générale, on a difficile à étendre nos contrats et à finalement gagner de nouveaux contrats avec des filiales du groupe. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on a une société qui est transnationale, qui travaille pour Total Loop en Belgique, ben c'est difficile d'essayer de gagner le contrat en Italie, même si cette société-là est présente en Italie. Pas toujours facile, mais quand même, Benelux, ça va. La situation en Allemagne et en Suisse est beaucoup plus compliquée, elle. Par contre, par exemple, l'industrie pétrochimique est en déclin. Il y a énormément de pression des organisations environnementales et on assiste à la délocalisation d'une grande partie de l'industrie automobile. Donc là, la situation n'est vraiment pas facile. D'accord. Et qu'en est-il de Total Loop ? Mais écoutez, vous n'allez pas me croire, mais il y a encore une grande majorité des clients là-bas qui utilisent un reporting papier pour suivre les palettes en circulation. Oui, c'est difficile à croire et la supply chain Europe centrale n'a pas trouvé de meilleure solution. Ce sur quoi ils se focalisent par contre, c'est de se déplacer leur siège à Munich pour pouvoir mieux implémenter Total Loop en Allemagne et en Suisse, ce qui est pour moi une aberration. Aux dépens du Benelux, si je comprends bien. Exactement. Et qu'en est-il du coup des autres régions ? En France, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a un taux extrêmement faible de retour des palettes. Et le deuxième problème, c'est que ces palettes qui reviennent, elles reviennent souvent endommagées. Et on a même des palettes où on ne sait simplement pas du tout où elles sont. Donc voilà, la situation en France est complexe. Et pourquoi n'avez-vous pas suggéré d'utiliser justement Total Loop dans cette zone ? Comme je vous l'ai dit, c'était absolument pas mon rôle. Il n'y a pas d'accord ou d'approche commune au sein de Blue Palette en ce qui concerne la stratégie d'implémentation de Total Loop en Europe. Certains clients, par exemple, ont suivi une formation de plus de 3 mois pour savoir comment utiliser Total Loop, alors que j'ai entendu dire que, par exemple, le secteur de la construction veut absolument pas entendre parler de Total Loop parce qu'ils considèrent que ce système n'est pas un système qui a une plus-value pour eux et que c'est pas leur business et que c'est pas à eux de payer pour un système de retour des palettes. Ils s'en contrefichent en quelque sorte. D'accord. Et qu'en est-il justement de la situation de l'Espagne et de l'Italie ? Ces régions dépendent aussi de la supply chain Oui, Europe du Sud. Tout à fait. Si on se réfère à l'organigramme de Blue Palette. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Alors en Espagne et en Italie, on a une excellente croissance au niveau du secteur des fruits et légumes, ce qui est très positif. Ça fonctionne assez bien tant au niveau du marché domestique qu'au niveau des exportations internationales. Total Loop aussi, au niveau de son implémentation, ça a donné de bien meilleurs résultats. Pourquoi ? Parce que dans cette zone, on a des très bonnes relations avec nos clients. Et donc, du coup, ça facilite. Avoir des bonnes relations clients, c'est quelque chose de facilitant. Chacun y met du sien, en quelque sorte. C'est encourageant. Oui, c'est vrai. Mais avez-vous constaté que d'autres pays étaient des élèves modèles ? Oui, aussi, il faut pas trop noircir le tableau. Par exemple, dans les pays nordiques, Monsieur Magnusson, qui est directeur général donc, de tout ce qui est Suède, Danemark et Norvège, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis en place beaucoup de contrats globaux. C'est-à-dire que du coup, on a une structure assez unifiée, assez cohérente dans les pays nordiques, qui a directement bénéficié également à Madame Solveig Ingmar, qui est donc directrice de la supply chain pour l'Europe nordique, qui a pu bénéficier de cette cohérence, de cette unification pour implémenter du coup assez aisément Total Loop. Le Royaume-Uni et l'Irlande sont également une réussite. Donc là-bas, c'est Monsieur O'Kelly qui gère l'ensemble du processus. Il a d'ailleurs créé un nouveau centre de reconditionnement à Chelsea dont il est très fier. Je pense que du coup, il aurait bien aimé être félicité en devenant lui nouveau directeur de la stratégie commerciale du développement de l'Europe. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'il faut savoir que Total Loop a été créé là-bas, donc c'est au Royaume-Uni quand ce projet est né. Jusqu'à aujourd'hui, c'est depuis le Royaume-Uni et l'Irlande que toute l'infrastructure informatique est gérée, est organisée, est soutenue. Alors bon, lui, il se demande pourquoi d'ailleurs les Total Loop Champions n'ont pas été davantage impliqués dans l'implémentation de Total Loop dans les autres pays. Voilà, piste de réflexion, j'ai envie de dire. Et puis aussi, voilà, la question qui est posée, c'est est-ce que c'était intelligent maintenant de reléguer UK et l'Irlande à un rôle de call center basé à Dublin pour des raisons fiscales ? Je pense personnellement
qu'il y a moyen de faire mieux, d'exploiter davantage la position du Royaume-Uni et de l'Irlande. Parfait. Tout cela me semble très clair. Je vous remercie pour votre temps. Avec plaisir, je vous en prie.